Votre propre parole, c'est très autobiographique. Mais c'est pas spécialement le but de faire une autobiographie, c'est plutôt de répondre à une question que ma mère m'a posée et que un mélange de méfiance et de gêne que j'ai pas osé répondre. Ouais. Il faut préciser que votre maman, voilà, vous l'avez pas vue pendant des années. Ouais, en fait, j'avais plus de contact avec ma mère, ça fait 25 ans. Ouais, vous avez quitté le Congo, vous aviez 4 ans, 5 ans, vous êtes installé en Belgique, et elle vous a appelé en 2004, je crois. Ouais, en 2004. C'était le déclenchement. Ouais, c'était l'élément déclencheur pour écrire. Après l'élément déclencheur pour en faire un album, c'est en découvrant ce morceau de Marvin Gaye qui s'appelle I'm going home to see my mother, I'm going home to meet my dear dad. Et je trouvais que ce morceau avait me correspondait, comme si ça parlait de mon histoire. Ouais. Et de là, j'ai eu l'idée de faire un album un peu comme une sorte de soundtrack de ma vie, une sorte de bio. Pour vous la raconter à vous, mais pour la raconter aussi à cette mère qui ne connaît pas tout. Ouais, c'est avant tout pour elle. C'est avant tout pour elle. Donc c'est pas dans le but de se faire un truc où on sort les violons, d'être autobiographique. Comment est-ce qu'elle a accueilli cet album? Bien, mais moi j'ai eu un sentiment de lui faire un cadeau d'Européen. Un cadeau qui n'est pas adapté à sa condition de vie là-bas et qui n'est pas en phase avec ses besoins ou ses attentes par rapport à un fils qu'elle n'a pas vu depuis 25 ans. Tout ceci ne vous rendra pas le Congo. Quelques images extraites du clip de cette chanson. Extrait aussi donc de Hotel Impala, votre premier album. On regarde. Enfant, la libération du beaux Indien, ils voient l'Europe comme le Far West en vain et pour rien. En attendant leur chèque de la Western Union, rêve de dévaliser une délégation, disent le pays en transition, la guerre une escale. Pour cet idéal, passe au plan Marshall, le règne du maréchal, la laisser bancale. Et disent que l'UNESCO n'est que les pays cartes postales, au lieu de s'affairer aux affaires courantes, car un tiers du pays est sans courant ni eau courante. Les guerres ethniques renforcent le statu quo, le Congo est un terrain de stratégo. Tous ces pays voisins devenus rivaux dans le pillage de ces minéraux, de ces lingots. Et ça dégringole, le pays est sous contrôle. Et c'est pire qu'au temps de Léopold. Entre la loi et la jungle et celle des protocoles, la révolution a besoin des bénévoles. Et tant que l'opinion publique abdique, le Congolais reste le nègre de l'Afrique. Même si l'Occident a bon dos, Le 16 novembre, vous serez au Botanique. Botanique, ouais. Voilà. Et je pense avoir lu que vous aviez écrit en fait une partie des musiques de l'album. Ouais. Je me demandais un peu comment vous aviez trouvé les personnes qui avaient travaillé avec vous pour le reste des musiques, dans la mesure où c'est très intime comme démarche. Le truc, c'est que je voulais que chaque morceau soit une sorte de photographie d'époque de ma vie. Je pensais, il y a des morceaux reggae, donc je voulais une ambiance reggae, d'autres où je voulais une ambiance plus funk. Il y a un autre morceau qui s'appelle Entre les lignes, où je voulais un côté plus France Gall, Michel Berger, vieille chanson française, comme ça. Et donc le but, c'était de chercher des gens qui font ça déjà naturellement. Et au niveau de l'écriture, est-ce que vous avez fait comme Laurent Manson? Est-ce que vous êtes parti au Congo, quelque part, redécouvrir ce pays où vous avez peu vécu finalement? Non, l'idée c'était de garder le regard afropéen en fait. On va parler dans cette émission aussi d'une forme d'intégration, hein, oui. Puisqu'il y a une bande dessinée dont vous vouliez nous parler, Joël, qui parle d'autre chose. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on est aussi un peu dans le sujet. Absolument. En fait, c'est un auteur sino-américain. Il est de la deuxième génération de l'immigration chinoise aux États-Unis. Il s'appelle Jin Luenyang et il parle de lui. Donc ici, on est dans une bande dessinée, un roman graphique, autobiographique, où il évoque la situation difficile d'un adolescent qui se retrouve dans un collège où il n'y a que des blancs. Parce qu'il a déménagé, il vient d'une espèce de Chinatown aux États-Unis. Il se retrouve dans une ville où il y a quasiment que des blancs et dans le collège, il est le seul blanc. Et il se rend compte évidemment que la situation est très difficile parce qu'il faut qu'il s'accepte en tant que ce qu'il est, donc fils d'émigrés chinois, et il a beaucoup de mal. Alors le récit est intéressant parce qu'il conjugue 3 histoires différentes. Il y a d'une part l'histoire de ce jeune ado qui débarque dans ce collège. Par ailleurs, on découvre l'histoire du roi singe. En fait, l'auteur est fort attaché à ce roi singe. Il l'a déjà exploré dans d'autres albums. Ce roi singe, finalement, va simplement commettre le défaut d'hubris. Il veut pas non plus accepter son identité profonde. Forcément, ce sera l'impasse. Et puis, il y a un troisième récit qui met en scène, qui est beaucoup plus rigolo, qui est une espèce de sitcom avec applaudissements et rires préenregistrés qu'on peut voir. Comme à la télé américaine. Voilà, exactement. Et là, on découvre un personnage qui est un ado blanc américain, mais qui a un cousin qui est
est une plaie totale parce qu'il vit en Chine, il vient lui rendre visite régulièrement. C'est des caricatures, et il cumule tous les clichés du chinois. On va voir quelques images justement, pendant qu'on parle de cette bande dessinée, quelques images extraites donc de cette BD, American Born Chinese. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Mais ça m'a plu parce que l'histoire est assez belle. J'ai pas été touchée comme dans certains récits autobiographiques qu'on trouve en BD, comme chez Marjane Satrapi ou un prédécesseur de Jin Luen-Yang qui est Craig Thompson, un Américain formidable. Blankets. Donc c'est une très belle histoire qui est très bien construite et l'aboutissement en une voix, parce que les 3 histoires aboutissent en une voix, est très réussi. Mais j'ai pas été fort émue et puis moi je suis un peu réticente par rapport au dessin qui est à la frontière, comme on peut le voir, entre un esprit un peu manga et la ligne claire avec des couleurs en aplat. Par ailleurs, la coloriste, parce que c'est assez rare que des romans graphiques américains soient colorés, la coloriste également a été primée, parce que je l'ai dit en introduction, ce bouquin a été primé des centaines de fois, non j'exagère, mais notamment il a été nominé au National Book Award, donc c'est une bande dessinée, il a été nominé pour ce prix. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je ne sais plus. Je sais pas, moi ça m'a fait réfléchir, en tout cas je sais pas vous, sur on parlait de clichés, effectivement on est confronté dans la vie de tous les jours à des clichés, je trouve que là-dedans on les retrouve bien, c'est la différence de l'autre, et à un moment donné, à part que c'est vu de l'autre côté, puisqu'on observe la vie de ce petit Chinois qui essaie de s'intégrer, je me dis c'est mon voisin. Mais c'est aussi un témoignage, c'est un peu quelque chose de mettre ensemble l'histoire, les légendes de son pays et une réalité américaine. Et ce qui est très intéressant, il y a une transfiguration, parce qu'on se rend compte que le garçon se voit blanc, mais en fait, c'est une façon de se protéger de la réalité. Est-ce que dans vos travaux respectifs, Balogi, Laurent Manson, le concept du cliché était malgré tout à éviter? Est-ce que c'était un piège dans lequel il ne fallait pas tomber? Vous racontez beaucoup, mais vous racontez aussi une société, vous racontez les travers de cette société, les rapports difficiles entre Nord et Sud. L'itinéraire d'un mec qui commet des délits, etc., c'est effectivement très cliché. Mais ça fait partie d'un parcours et je pense qu'il faut c'est la manière d'en parler qui doit aborder autrement. Ouais, c'est ça. Laurent? Mais moi, je crois quoi qu'on fasse, on est de toute façon même au-delà de la question de l'éducation, nous sommes conçus sur des clichés. On ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai qu'un des premiers processus de travail, en tout cas pour moi, il est d'aller au-delà. Mais on est constitué, même avec la meilleure volonté du monde. Vous créez des images qui doivent aller au-delà du cliché. Oui, absolument. Voilà, Laurent Manson, merci d'avoir parlé si bien de ce spectacle à voir jusqu'au 29 septembre au Théâtre de Poche, Africard, donc, et puis repris à Mons, et puis encore repris ailleurs. Merci aussi à vous, Balogi, pour cet album Hôtel Impala. Je le rappelle, vous, le rendez-vous, c'est le 16 novembre il faut dire au que Botanique. Sur scène, c'est formidable parce qu'il y a un vrai band et 2 choristes aussi. Et vous êtes aussi l'artiste RTBF, si j'ai bien compris, sur la première radio et sur la Une sur TV. La Une. Voilà. Cool. On est ravis pour vous. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. On va se quitter avec Raymond Dacoua, c'est notre photographe de la semaine. Une nouvelle photo de son projet Effervescence, un projet où il s'est immergé dans les églises de réveil. Dans son travail, il a photographié tous les aspects de ces églises de réveil sans jamais porter de jugement. Finalement, c'est un travail assez didactique. Effectivement, je trouve qu'on voit cette photo, on a l'impression qu'il s'est vraiment mis là au milieu, qu'il s'est juste contenté de capter l'image au moment. On voit l'expression de la personne qui chante et ça, c'est vrai que c'est impressionnant de pouvoir le faire. Un travail artistique, mais qui pose question. Il y a un livre que je vous montre qui existe depuis quelque temps chez Michel Husson et puis une exposition à voir au Botanique. Voilà, merci à tous d'avoir participé à